Alors pour commencer, je vous propose, voilà, donc le thème de la soirée, c'est nature et culture, quel regard croisé. Donc je vous propose dans un premier temps d'essayer de préciser un petit peu les choses, puisque quand on parle de nature et de culture, ce sont des termes qui sont assez génériques, qui relèvent d'un certain nombre de définitions, aussi bien la nature que la culture, de regards et de pratiques différentes en fonction des activités que l'on mène. Donc je vais commencer par interroger Olivier Clément. Chacun d'entre vous, je vais vous laisser vous exprimer un petit peu sur le sujet. Alors Olivier Clément, vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez travaillé notamment sur la gestion des zones humides littorales et vous animez depuis quelques années en tant que référent le chantier patrimoine naturel du Pays Basque, dont vous avez pu dire un mot aussi Françoise, qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et dans le cadre de ce chantier, comment vous avez abordé la question du patrimoine naturel et comment vous en avez défini les contours? Si le fil veut bien venir. Bonsoir à tous. Voilà, donc je suis la personne qualifiée du Conseil de développement du Pays Basque à qui un jour on a demandé, bah tiens, puisque tu es à la retraite, et puis puisque tu as travaillé dans la recherche et dans l'agronomie et que tu connais le Pays Basque, bah tiens, tu pourrais peut-être participer à l'animation et être le référent avec Françoise Potrizel de ce chantier qui s'ouvrait et que le Conseil de développement donc a eu l'idée de créer, mais il y a maintenant, c'était en 2013. Voilà. Alors évidemment, quand on pose la question, donc la question initiale du Conseil de développement, c'était patrimoine naturel du Pays Basque. Quand on a cette interrogation-là, on pourrait tenter de trouver une définition du patrimoine naturel et on s'est bien gardé en fait d'en prendre une. Alors, on aurait pu s'inspirer certainement de ce que l'UNESCO a retenu en 1972 dans le cadre de la Convention pour la conservation du patrimoine. Ce qui est intéressant dans cet article 2 de la Convention qu'a signé la France, l'État français, était qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Les deux étaient cités l'un à la suite de l'autre. Voilà, donc finalement, je porte à votre attention cette idée, et peut-être pour ceux qui veulent approfondir le sujet, d'aller regarder du côté de l'UNESCO, voir comment l'UNESCO dissocie finalement ces deux patrimoines. En ce qui nous concerne, et notre cellule de pilotage, qui regroupait les deux CPIE, les centres permanents d'initiative à l'environnement, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et l'équipe technique du conseil de développement, nous avons plutôt dressé les contours du patrimoine naturel, et ceci en 4 points. Donc je vais être très rapide, et puis je livre ça à votre réflexion. Premier point, le patrimoine naturel, c'est un ensemble d'éléments qu'on pourrait dire de la nature, qui sont des espèces naturelles, des espèces végétales, des espèces animales, mais aussi des écosystèmes. Et ça s'élargit de manière assez classique à la géologie et au paysage. Donc voilà un patrimoine naturel qui est très très vaste. Deuxième point, nous avons souligné le fait, et alors peut-être qu'il faut d'autant plus le souligner ici, que le patrimoine naturel passait au-delà de la biodiversité et des espèces menacées. Parce que dans les espèces menacées, dans tout ce qui concerne les directives communautaires, habitat, milieu naturel, etc., il y a un cadre juridique. Alors que dans le patrimoine naturel, on dépasse largement ce cadre réglementaire et ce cadre juridique pour s'adresser, par exemple, je sais pas, on va poser la question, le potioc n'est pas un élément digne de figurer dans les listes annexes de la directive habitat des espèces. Il n'a pas été retenu en tout cas. Et par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes au Pays Basque et de Basques qui citeraient probablement en premier le fait de retenir le potioc dans le patrimoine naturel. Donc voilà, donc au-delà de la biodiversité, au-delà des espèces menacées. Il inclut, c'est le troisième point, le patrimoine naturel inclut les relations de l'homme avec les systèmes, que ce soit par ses activités économiques, que ce soit par les relations sociales qu'il entretient et qu'il développe, mais aussi par tout ce qui est le côté symbolique, le côté philosophique, le côté esthétique et la représentation. Voilà, donc on est bien là dans le cadre où nature et culture sont directement mêlées, sans chercher là non plus à définir ce que nature et culture peuvent recouvrir. Et enfin, peut-être une notion qui est
souvent oubliée, mais qui est très importante à partir du moment où on travaille sur quel que soit le patrimoine, qu'il soit architectural, qu'il soit militaire, qu'il soit culturel, c'est celui de la succession, du choix et de la succession. Qui dit patrimoine naturel, dit choix parmi des milieux, des espèces, des paysages, etc., comme ça a été souligné avant, et dit choix pour leur transmission. Voilà. Alors, c'est là la difficulté d'ailleurs de savoir qu'est-ce qu'on garde dans le patrimoine naturel et qu'est-ce qu'on en retire, sachant que chacun d'entre vous peut avoir des idées précises sur ce qu'il faut garder ou ce qu'il faut enlever du patrimoine naturel. Voilà l'exercice que nous sommes fixés finalement, qui est peut-être plus complexe, qui est peut-être plus difficile à suivre qu'une simple définition, mais qui est en tout cas celui qui a guidé notre travail. Merci. Alors David Pénin, vous travaillez au Parc national des Pyrénées, vous êtes chargé de la mission culture, mais vous avez une formation scientifique avant, et vous avez travaillé notamment sur la connaissance de la flore, donc vous avez un peu la double casquette. Au Parc national des Pyrénées, comme dans tout parc, l'objectif premier, c'est de protéger le patrimoine naturel, culturel et paysager. Du coup, on a 3 termes qui sont différents. À quoi cela fait référence au sein du parc ? Bonsoir. Donc en fait, cette différence-là que l'on fait de manière un peu finalement arbitraire entre du patrimoine naturel, du patrimoine culturel et du patrimoine paysager. Voilà, moi c'est une catégorisation qui me met de plus en plus dans l'embarras, parce qu'effectivement je commence à perdre un peu pied dans ces définitions-là et dans ces catégorisations-là. Si on prend, je représente pourtant un établissement qui est censé incarner une image très naturelle et qui comporte pourtant un grand nombre de milieux ouverts, de prés, de fauches qui n'existeraient pas s'ils n'avaient pas été le fait d'une action humaine, qui comporte un certain nombre de milieux effectivement qui en apparence sont naturels et qui pourtant sont créés, entretenus, et qui ont une valeur pour des gens, pour des êtres humains. Alors on peut imaginer que plus on s'élève en altitude, plus on échappe finalement à cette emprise humaine. On sait aujourd'hui finalement que l'homme est responsable de changements climatiques à l'échelle mondiale finalement, et que l'influence humaine elle influe aussi sur le climat et donc sur la répartition des espèces, sur les glaciers. Et donc on finit par ne plus imaginer finalement de portions de territoire qui soient complètement exemptes et d'activité humaine et à l'abri finalement de toute action humaine. Donc finalement je crois que cette question elle va finir bientôt par plus se poser. Patrimoine naturel, patrimoine culturel, je crois que ce sont les 2 facettes d'un même patrimoine, en fait, d'un patrimoine collectif, finalement de quelque chose qui a de la valeur et du sens pour nous collectivement et que nous choisissons de conserver. Comment à un moment avoir envie de conserver des prairies de fauche sans s'intéresser à la manière dont finalement on les fauche, au travail des gens qui travaillent sur ces prairies, quels sont leurs gestes, quels sont leurs mots, quelle représentation ils mettent sur ces prairies. Je crois qu'on finira par finalement globaliser. Cette démarche globale, elle commence à apparaître très clairement dans les parcs nationaux où finalement on considère que le patrimoine culturel, c'est un patrimoine comme le patrimoine naturel. Et en fait, c'est les 2 facettes d'un même patrimoine. Donc voilà une autre vision de ce qu'est le patrimoine naturel. Xavier Arnaud de Sartre, vous êtes géographe et chargé de recherche au CNRS, directeur adjoint du MR Passage, en charge notamment du site de Pau.
Donc c'est un Palois qui est venu nous voir. Vous avez, dans votre biographie, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur l'Amazonie. En Amazonie, peut-être, que vous y êtes souvent allé. Mais vous avez travaillé sur l'interaction entre pratiques agricoles et dynamiques des milieux naturels, sur les tensions entre production et conservation. Et aujourd'hui, vous vous intéressez à l'usage de la notion émergente de services écosystémiques. Et vous travaillez aussi sur les Pyrénées, rassurez-nous. Ah voilà. Alors, pour vous, donc, la question, c'est que recouvre cette notion de patrimoine naturel pour un géographe? Alors, c'est un peu parler en troisième après des personnes qui ont quand même dit un certain nombre de choses que je voulais dire. C'est pas très facile à répondre, mais je vais faire une réponse historique. Vous savez, quand à peu près le panorama du présent, la définition a été bien donnée, la stratégie qu'on a quand on veut dire quelque chose de neuf, c'est on va revenir en arrière pour revenir vers le présent. Donc, je vais vous dire comment nous, on entend patrimoine naturel, culturel, et puis après on va revenir. Le patrimoine, comme l'a dit mon voisin, c'est ce que l'on veut transmettre, et le patrimoine naturel, c'est donc la nature que l'on veut transmettre aux générations futures. Et alors si on regarde ça, donc c'est une notion éminemment culturelle, puisque c'est quelque chose qu'on a décidé qu'on voulait transmettre. Donc on fait des choix. Alors je vais essayer de revenir un peu pour compléter exactement ce que vous avez dit, quel choix on a fait dans le temps, dans les 150 dernières années de ce qu'on voulait transmettre. Au début, on voulait transmettre des espaces emblématiques, des espèces emblématiques. Donc on a dit on veut transmettre ce cirque qui est très beau, on veut transmettre ces Pyrénées qui sont magnifiques. Les Alpes c'est un peu moins magnifique, mais on veut les transmettre quand même. On a pris un certain nombre de stratégies et on a donc défini des espaces et des territoires que l'on voulait transmettre. On a créé les parcs nationaux. Là, l'idée c'était de transmettre quelque chose qui nous était emblématique et qui était important à la période. Ensuite, on a étendu la vision de ce qu'on voulait transmettre parce qu'on a voulu transmettre du plus quotidien. Alors cette vision du plus quotidien, elle est venue des parcs, qui sont dit de toute façon, on n'est pas que naturel, c'est une nature qui est construite, mais il y a d'autres natures qui sont construites en dehors des parcs. Et on s'est dit, on veut transmettre plus. Et on veut transmettre plus de nature culturelle. On a créé une nouvelle catégorie qui va être le parc naturel régional. Et là, monsieur l'Hospitalet, en représentant l'hôpital. Hospital, excusez-moi. Et ensuite, donc, on continue, et puis au fur et à mesure, l'emprise de la nature dans nos mondes, dans nos modes de pensée, elle est devenue d'autant plus présente qu'on était en train de la détruire, et qu'on est en train de se rendre compte qu'on la détruisait beaucoup. Donc on a étendu la définition de ce qu'on voulait transmettre, d'autant plus fortement qu'on s'est rendu compte que c'était en train de disparaître. Et la troisième étape dans la définition de ce qu'est un patrimoine naturel, ça va être un endroit important pour la vie de la nature, pour la vie de la biodiversité, et important finalement aussi pour lui-même. Et là, on a étendu la définition du patrimoine naturel, notamment avec les Natura 2000, avec des espèces, des endroits de conservation plus vastes. Et puis, au fur et à mesure, cette extension de ce que l'on veut transmettre, ça grandit en particulier à partir des années 90, des années 2000, où on se rend compte que la biodiversité disparaît vite. C'est le moment où on parle de 6e extinction, c'est-à-dire on se rend compte que la biodiversité disparaît à une telle vitesse que finalement, dans l'histoire géologique de la planète, il n'y a que 5 fois où elle a disparu aussi vite, la fois d'avant où c'était le coup des dinosaures. Donc on se rend compte que finalement, ça disparaît tellement vite qu'il faut protéger de plus en plus. Donc on étend le périmètre de protection et on invente la notion de biodiversité, de services écosystémiques. On veut protéger 13% de l'espace. Donc du coup, ce que l'on veut préserver, ça devient beaucoup de choses. Et pour ça, je pense aussi que la notion patrimoine naturel, patrimoine culturel, ça commence à se perdre parce qu'on commence à vouloir transmettre beaucoup et finalement on se dit on veut transmettre un œcumène, un espace dans lequel on peut vivre et qui est agréable à vivre. Donc on a une espèce d'extension du champ du patrimoine du patrimoine naturel et culturel dans les 5-10 dernières années. Et du coup, il me semble qu'on inverse la dynamique. Auparavant, le patrimoine naturel, c'était ce que l'on voulait préserver, ce que l'on voulait transmettre. Et maintenant, on se dit qu'on veut tout transmettre, donc on va essayer d'utiliser le ressort du patrimoine pour conscientiser qu'il faut transmettre. Et du coup, le patrimoine de quelque chose que l'on essaie de transmettre devient un argument pour transmettre et devient une sorte de... On dit, le patrimoine... Il faut le transmettre parce qu'il est important et on fait vibrer la fibre de votre espace quotidien qui va disparaître en se disant ça, il faut transmettre cet espace quotidien aussi. Donc on étend la sphère de ce qu'est patrimoine et du coup ça implique beaucoup de choses, ça implique quasi notre survie, quoi. Enfin, voilà. Merci. Très intéressant aussi. Alors, Sophie Mouche, vous êtes enseignante agrégée en SVT. Vous avez rejoint depuis 3 ans la délégation académique aux arts et à la culture au rectorat de Bordeaux.
et vous êtes en charge des dossiers culture, scientifique et patrimoine. Votre voisin nous a transmis un flambeau terrible, il a parlé de transmission. Donc la question serait, est-ce que la notion de nature fait partie des programmes d'enseignement ou biodiversité, et comment ça s'aborde ce sujet est-il abordé avec les élèves? Alors, oui, c'est une vaste question. Bonjour à tous. Du coup, quand j'ai eu des échanges avec Chloé, je suis allée voir un petit peu plus avant dans les programmes, dans les bulletins officiels. Et puis, en tant qu'effectivement enseignante de SVT à la base, je me suis dit, moi, ce mot nature, je ne l'utilise jamais avec mes élèves. C'est un mot qui me paraît, en tant qu'enseignante de sciences, désuet, parce qu'il contient cette idée que justement, il y aurait des espaces préservés qui ne seraient pas touchés par l'homme. Et du coup, je me suis quand même dit, bon, allons voir ce que le ministère en pense via les bulletins officiels. Et j'ai trouvé 5 itérations du mot nature, 6 pour être exact. Et vous allez peut-être être surpris. La première donc, vient du programme d'EPS, éducation physique et sportive, où on dénote donc l'existence d'activités physiques en pleine nature. Et puis les 4 autres viennent du programme de français, à l'intérieur duquel on interroge l'élève sur la question suivante: l'être humain est-il maître de la nature? On l'interroge aussi sur le rapport de l'être humain à la nature, donc avec des objets artistiques, à partir de textes, d'images qu'on emprunte aux représentations de la nature, alors à différentes époques, donc on se projette aussi dans l'histoire des arts. Et on essaye aussi, alors on peut étudier ou exploiter des descriptions réalistes ou poétiques, des enluminures du Moyen-Âge, des œuvres gravées ou peintes qui témoignent de l'art de discipliner la nature au Moyen-Âge. Donc je trouvais assez intéressant de partager avec vous ces éléments, puisque vous voyez que là, la nature est abordée dans le programme de français. Donc on invite l'élève à interroger la place de l'homme finalement par rapport à la nature, et une nature qui serait en dehors de lui, autour de lui. Dans les programmes de sciences, et essentiellement dans les programmes de SVT, donc sciences de la vie et sciences de la terre, on va retrouver essentiellement les termes d'écosystème, de biodiversité et d'environnement. Et à ce moment-là, on essaye d'avoir une vision un peu intégrative des relations entre l'homme et la biodiversité, en donnant des exemples concrets d'interaction entre les activités humaines et l'environnement, pour bien sûr arriver à l'idée d'une préservation, d'une amélioration des choses, et faire prendre conscience à l'élève du fait que nous sommes entrés effectivement dans une crise planétaire, et que nos élèves, en tant que futurs citoyens, auront forcément un rôle à jouer dans tout ça. Nous avons aussi à faire prendre conscience à nos élèves de l'importance des responsabilités individuelles et collectives en matière de préservation de ces ressources, et donc pas seulement de la biodiversité, également les ressources minérales, les ressources énergétiques. Et là, on rejoint peut-être un petit peu plus le concept de patrimoine naturel, dans lequel donc sera inclus la biodiversité. Voilà. Au lycée, on est plus sur des approches de description de la biodiversité, de compréhension de son fonctionnement, de sa définition à 3 niveaux, en partant du niveau macroscopique, environnemental, écosystémique, la vision aussi spécifique, donc à l'échelle des espèces, et puis la vision plus génétique, puisque ça c'est vraiment la matière scientifique en explosion. Donc comment décrire la biodiversité au niveau génétique, ce qu'elle nous apprend, et tout ça avec un liant, un point de vue sur l'évolution de cette biodiversité. Donc on en arrive vraiment à parler aussi de sélection naturelle et dérive génétique. Et donc là, vous voyez que l'approche est très, on va dire, un peu académique, je trouve. Elle nous invite vraiment à permettre aux élèves d'avoir des ressources scientifiques bien claires sur ce qu'on sait en sciences actuellement sur l'état de la biodiversité, de comment elle évolue. Et on axe beaucoup les choses en leur précisant, en leur rappelant, en leur faisant prendre conscience du fait que l'homme fait partie de cette biodiversité, qu'il est vraiment un maillon de toute cette chaîne, et que, comme tout le reste de la biodiversité, il est lui-même le fruit d'une évolution, et il subit l'évolution naturelle également. Et donc, c'est un peu par ce biais qu'on arrive à l'idée que les dérégulations, les actions négatives que l'homme peut avoir sur la biodiversité, sur son environnement, se répercutent évidemment bien aussi sur lui. Donc là, on était plutôt dans le champ un peu disciplinaire.
Et juste pour préciser qu'on mène aussi, et c'est pour ça que je suis à la délégation agriculture du rectorat et que c'est vraiment ce qui anime ma façon d'enseigner, on mène des projets avec les élèves, beaucoup de projets en interdisciplinarité. Justement, on essaye de croiser les disciplines, pas seulement SVT. Souvent, le prof de SVT est un peu pionnier, enfin pivot dans les projets, mais il inclut les professeurs de lettres, les professeurs documentalistes, les profs de maths, les profs de PS. Et on essaye d'avoir une vision agriculture. Et alors, j'ai vu une vidéo récemment qui nous disait qu'il y avait 168 définitions actuellement de la culture, du mot culture. Donc, on n'a que 15 minutes, on est 7, donc on ne va pas... Mais je dirais que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de... Alors moi, je m'occupe du coup plus de culture scientifique, de penser la science, du coup la pratique scientifique en tant que telle, et de penser la culture scientifique, le rapport à cette pratique en fait. Et donc d'essayer de donner à l'élève des billes, des bases, pour élargir sa relation au monde et lui permettre de prendre du recul historique, prendre un recul philosophique aussi par rapport au monde qui l'entoure. Et ça, on le fait notamment grâce aux partenaires culturels qui sont dans les territoires et qui sont au plus proche des établissements scolaires. Et nous menons également, bien sûr, des projets en lien avec l'éducation en développement durable. Ma collègue chargée de mission EDD est d'ailleurs présente parmi nous et on pourra en rediscuter plus précisément tout à l'heure si vous le voulez. Ok. Alors, Pierre Granger-Praderas, vous êtes un peu, je pense, le plus particulier, l'énergumène des 6 personnes présentes. Donc, vous êtes artiste, hacker, apiculteur, diplômé des beaux-arts, de génie mécanique, passionné par les abeilles, l'informatique, le langage et plein d'autres choses. Comment, vous, nature, culture, ça vous inspire quoi dans votre pratique artistique ? Alors pour moi, d'un point de vue très pratique, déjà, la nature, c'est une invention du langage pour moi. C'est vraiment une construction langagière typiquement humaine, pour une raison simple, hein, c'est que alors, d'un point de vue matériel, c'est une construction, puisqu'effectivement, nous avons construit nos paysages, etc., tels qu'on les a faits, mais surtout parce que, en tant qu'être humain, je ne vois pas comment, à part avec des images ou des symboles, on pourrait se transmettre cette construction. Et c'est là que ça devient, donc mon travail va dans, je dirais, dans 2 sens opposés, hein, d'un côté, je pars de... Donc je ne fais pas la différence entre patrimoine culturel et naturel aussi. Et d'un côté, je pars du patrimoine tel qu'il est et j'essaye de me le réapproprier. J'ai été en résidence à Nekato-Enea et une des meilleures manières que j'ai trouvé de transmettre effectivement tout ce patrimoine, ça a été à travers un conte. Voilà, l'histoire d'une petite sorcière, d'une petite fille qui se fait traiter de sorcière à l'époque de l'Inquisition, et où aussi le contexte animalier et aussi géologique jouait un rôle, puisque les animaux, notamment les oiseaux, avaient un rôle là-dedans. Voilà, il y avait aussi des animaux chimériques, il y avait des choses. Voilà. Donc il y a d'un côté ce travail-là qui est plutôt le travail de l'artiste, et d'un autre côté, effectivement, je suis apiculteur, alors je travaille avec les abeilles, effectivement au début pour faire du miel, je faisais comme tout le monde, et puis maintenant plutôt pour faire des œuvres, et très rapidement, vu que je travaille aussi avec des langages informatiques, puisqu'on vit quand même pas mal dedans aujourd'hui, et notamment sur une partie des langages informatiques qui est un peu particulière, c'est le logiciel libre, je ne sais pas si tout le monde connaît, l'open source, pour faire vite, c'est quand vous avez accès au code de votre logiciel. Le logiciel libre, c'est quand en plus d'avoir accès au code, vous avez le droit de le modifier et de le repartager. Et donc quand vous participez à du logiciel libre, vous produisez du bien public, du bien commun. Voilà. Et donc travaillant un peu sur tout ça en même temps, j'ai monté un programme qui s'appelle OpenBeeLab, dans lequel on développe avec tous les autres volontaires, puisqu'il n'y a que des volontaires dans ce programme, nous développons tout un système de capteurs qui vont sur les ruches et qui permettent aux apiculteurs et j'espère bientôt aux scientifiques d'avoir des données sur leurs ruches pour le moins cher possible et tout en logiciel et en matériel libre.
Voilà, c'est-à-dire que nous ne vendons rien, hein. Nous ne faisons qu'éditer les plans, nous inventons les machines, nous éditons les plans, et ensuite nous inventons aussi les logiciels qui permettent de s'en servir et qui permettent de produire aussi de la donnée publique. Nous essayons de sensibiliser les apiculteurs à la donnée publique. D'un point de vue très concret, un apiculteur veut équiper ses ruches avec nos balances, et bien, puisque c'était la première étape, hein, le premier capteur important pour les apiculteurs, les balances, et donc vous êtes apiculteur, eh bien nous vous invitons à aller voir un tiers-lieu près de chez vous, puisque maintenant on appelle ça comme ça, c'est-à-dire un hackerspace ou alors un Fab Lab ou alors un fournisseur d'accès Internet associatif, et des libristes, quoi, et d'aller les voir, de leur donner juste le nom de notre site et voir ils peuvent vous aider en tant qu'apiculteur à réaliser la même machine pour vous équiper pour pas cher et à produire vos données, à héberger vos données et à en partager une partie. Voilà. Après, là où les scientifiques rentrent en jeu dans ce domaine, dans ce programme-là, c'est qu'à travers la base de données, parce que la base de données publique, elle donne des informations sur les abeilles, mais pas sur les gens. Et donc c'est une passerelle pour que les scientifiques puissent contacter les apiculteurs. Ils ne connaissent pas les apiculteurs, mais ils s'intéressent, mettons, à un groupe de ruches. Ils vont envoyer une requête, et si le propriétaire de ce groupe de ruches veut bien, eh bien, on mettra en relation les scientifiques et les apiculteurs pour que les apiculteurs puissent participer un peu plus précisément à des études scientifiques. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on était un peu plus, on a parlé de patrimoine naturel dans un parc, etc. Là, on est un peu plus en milieu urbain, notamment parce que vous avez fait quelque chose sur le CAPC, sur le toit du CAPC, si je ne me trompe pas. Oui, alors on a la chance d'avoir un rucher sur le toit effectivement du musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux, et donc dans ce rucher on mène à la fois depuis 3 ans des expériences qui peuvent être scientifiques, enfin qui peuvent être techniques dans le développement de ce projet-là. Alors par exemple, il y avait un nouveau capteur que l'on voulait à tout prix intégrer, qui était un capteur de son, puisque en enregistrant le chant des abeilles, notamment le chant des reines, il y a des scientifiques qui arrivent à prévoir 15 jours à l'avance un essaimage. Alors ces capteurs coûtent très très cher et ne sont absolument pas en licence libre, bien que leur développement ait été payé avec de l'argent public, celui de l'Europe, hein. Donc nous on a essayé de rétro-ingénierer ça pour produire un capteur effectivement le moins cher possible. Et il se trouve que on a une liberté énorme, et donc on a fini à un moment par dire attention, écoute ce que l'on a là. C'est peut-être plus intéressant pour l'instant d'en faire une pièce, et on en a fait un concert et une pièce sonore avec le chant des reines. Et peut-être que plus tard on se remettra, et on a remis à plus tard le fait de rétro-ingénierer effectivement ce capteur pour des questions fonctionnelles. Voilà. Mais c'est vrai que nous envisageons beaucoup les choses sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas même effectivement de limitation. On peut très bien aboutir sur quelque chose qui peut être classé en technique, en scientifique ou en artistique. Voilà. On est dans des expériences libres. Merci. Alors, Elke Roloff, vous êtes chargé du développement culturel au CPIE Littoral Basque, donc Centre permanent d'initiative à l'environnement. Ces structures-là sont souvent vues sous l'angle de leurs actions environnementales. Vous, au CPIE Littoral Basque, vous avez une petite spécificité, c'est que vous avez quand même développé un volet culturel assez important. Pourquoi cette volonté-là sur quoi ça repose? Et puis, est-ce que ça vous aide finalement à parler d'environnement, voilà, faire le lien entre justement les actions environnementales et puis les actions culturelles? Ouais, bonsoir à tous. J'ai envie de dire il faut remonter à l'origine de la création de l'association, qui a été créée par des scientifiques, des enseignants et des artistes. Donc déjà, là, on voit la configuration de l'association qui est favorable à l'art. Et justement avec une volonté de développer des projets pédagogiques d'une autre manière, plus actifs, plus ouverts, avec un volet, un regard artistique en plus. Donc ça c'est, je dirais, un peu la base de l'association. Et il y a ici aussi des membres fondateurs qui pourront peut-être apporter un peu plus de précision par rapport à ça. Après, on a un autre ingrédient, c'est-à-dire le domaine d'Abadia, qui est d'une beauté exceptionnelle. C'est un site qui est magnifique.
Et aussi la volonté des partenaires. Je trouve que c'est assez important de dire ça, parce que s'il n'y a pas les partenaires derrière, amener un projet culturel qui dure maintenant depuis 30 ans quand même, c'est énorme. Donc il y avait toute cette volonté-là qui ont fait que l'art et la culture a pu prendre sa place au sein de l'association. Donc avant, à la création de l'association, c'était plus dans un but de transmettre justement le patrimoine naturel et voilà, trouver une autre manière de le transmettre. 10 ans après la création, il y a donc la résidence qui a été créée, qui a été favorisée aussi par une volonté du ministère, qui à cette époque-là a implanté des résidences en milieu rural et éloigné des grandes villes. Donc tout ça a fait que c'était un terrain favorable. Vous pouvez peut-être me poser une autre...